sommes maintenant avec Mme Marie-Hélène Gaudreault qui nous accorde un petit peu de son précieux temps. C'est super apprécié que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Comment allez-vous? Plaisir. Toujours. Merveilleux. On va parler, en gros, beaucoup du budget fédéral. Vous avez plusieurs choses à nous dire et je vous laisse la parole pour commencer avec l'aspect du budget que vous croyez est le plus intéressant et que vous aimeriez disséquer d'abord. Bien, premièrement, je remercie l'invitation parce qu'il y a tellement d'informations aujourd'hui qu'il faut se faire une idée, puis en même temps, il faut avoir des éléments concrets. Fait que ce qui se passe à Ottawa, puis ce qui se passe aussi dans Laurentides-Labelle, parce que je dis toujours aux gens, vous savez que c'est grand, hein? C'est Piémont, Saint-Sauveur, Sainte-Anne-des-Lacs, mais ça va jusqu'à Sainte-Anne-du-Lac. Donc, il y a 3 députés de Québec dans une circonscription à Ottawa. Donc, le budget, bien, c'est un budget aussi qui recouvre l'ensemble des provinces et territoires du Canada. Et on s'attendait, honnêtement, parce qu'on a fait notre travail au Québec. Même les députés de d'autres formations politiques ont fait le travail. Et il y avait des éléments qui étaient capitaux, c'est-à-dire les transferts en santé. On en a parlé pendant des mois et des mois et des mois. Et là, vous le savez, dans le fond, que le 35 % de transferts en financement en santé qui était réclamé par l'ensemble des provinces. Hein? Et là, dans la vie, quand on se fait dire, bien, on ne donnera pas 35 % on va donner 6 fois moins, étalé sur une couple d'années, ça va nous donner une bonne image. Est-ce que tu dis non? Tu dis, bien, je vais le prendre, puis on va faire avec. Mais ceci étant dit, quand on regarde les finances publiques et que le directeur général, en fait, du budget, là, qui est le directeur parlementaire du budget, lui, là, il est neutre et il regarde les chiffres. Et il nous dit exactement que la posture financière d'Ottawa est là pour répondre à l'aide des besoins des provinces. Et là, présentement, bien, dans le budget, non seulement en santé, il n'y a pas eu un réajustement. On aurait pu avoir une belle surprise. Et là, on le voit, là, ce qui se passe depuis plusieurs années, et pas tant en termes de rareté de main-d'œuvre hein, dans les soins de santé. Serez-vous en mesure de nous aider à mieux imager ce 35 %? Pouvez-vous nous donner un chiffre? Ce 35 %-là représentait quelle somme pour que nous, on puisse l'imaginer peut-être un petit peu plus concrètement? Bien, c'est 28 milliards. Ouais. Hein? Quand on dit 28 milliards, ça a l'air gros, mais si... Juste le 6 ici des Laurentides, on est, quoi, à peu près 15 ou 16 000 personnes qui y travaillent, et avec tous les centres. Mais évidemment, là, je parle du terrain. Mais le terrain, c'est vraiment Québec qui est le spécialiste dans la prestation des services. Fait que le travail que nous, on a, c'est de dire 40 % de tes impôts, là, ça s'en va à Ottawa. Donc là, ils ont une belle cagnotte. Et ensuite, on s'amuse à dire qu'est-ce qu'on fait avec cet bel argent-là. Donc, on a une marge de manœuvre intéressante. Puis on va regarder le déficit aussi, puis on va regarder les besoins. Après 1 an et demi, puis moi, je suis là depuis 3 ans et demi presque, bien, on martèle des besoins. Puis quand on dit, par exemple, la santé, mais si on dit les logements, hein? Je pense qu'il est important de mentionner exactement, c'est ce que vous venez de dire, c'est que ce 35 %-là, ce 28 milliards-là, c'est pas des demandes faites pour tout moderniser, que tout soit flambant neuf et que tout soit absolument... Non, c'est des demandes pour y arriver. C'est des demandes simples pour des besoins simples pour que ça fonctionne adéquatement. C'est pas demander le ciel, c'est vraiment juste demander le strict minimum pour bonifier ce qui a besoin d'être bonifié pour offrir pas les services les plus incroyables au monde, mais les services nécessaires, c'est ça. Là. Puis en partant, toutes les personnes qui sont en affaires ou ils gèrent un budget, bien, il y a l'inflation, il y a aussi la rareté de main-d'œuvre. Il y a en plus, au niveau de l'approvisionnement, tout coûte plus cher. Fait que techniquement, là, quand on parle dans les années 60, 50 % étaient en transfert en santé. Là, on est rendu à 24 %. Donc, là, il y a un poids qui est en train de se faire et il y a un fossé qui est en train de se créer. Et c'est ça, en fait, que nous, on trouve que c'est inacceptable. D'année en année, Puis nous, c'est parce qu'on reflète, dans le fond, l'ensemble des premiers ministres de toutes les provinces. Donc, ça, c'est une chose. Ça, c'est pour la santé. Mais la santé, c'est la vie aussi des gens qui y vivent. Oui. Puis la vie des gens qui y vivent, là, nos besoins de base, c'est le logement. Oui. Hein, être capable de le payer. Puis ça aussi, c'est un autre impact qu'on pourra en parler. Puis en même temps, d'être capable d'avoir les capacités de bien se nourrir. Fait que le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit,
on y va, on va réduire le coût du panier d'épicerie, puis on va tout gagner avec ça. Mais il a dit, attends une minute, par exemple, là, j'ai pas une assurance majorité, puis là, je fais une blague, là, mais il dit, je vais demander, c'est quoi vos besoins à un parti qui fait la balance du gouvernement? Qu'est-ce que vous avez de besoin pour voter pour le budget? C'est quoi? On a entendu parler? Les soins dentaires. Est-ce qu'on, avant de passer aux soins dentaires, puis de peut-être retourner en santé, vous avez mentionné le logement, puis j'aimerais m'attarder un petit peu là-dessus parce que je viens de consulter une étude, je viens de lire une étude qui a été faite aux États-Unis, donc je ne pense pas qu'il y a une chose similaire qui a été faite au Canada, mais cette étude a trouvé une corrélation entre un milieu de vie bien aménagé vers des logements abordables et l'espérance de vie, la santé physique, mentale des personnes dans ces quartiers-là. Ils ont comparé des quartiers bien aménagés à des quartiers moins bien aménagés, propres, super bien organisés comparativement à d'autres. Et la différence, c'est là, on parle de 2% de meilleure santé physique, de santé mentale. 2%, ça pourrait sembler minime, mais c'est une différence tout de même. Donc, parlez-moi un petit peu de cette importance d'un logement abordable dans un milieu de vie où il y a une communauté bien organisée et bien aménagée. Là. Le FRAPRU, qui est vraiment l'organisme qui font ressortir ces études-là, entre autres, bien, effectivement, la corrélation, elle est directe. Quand on parle d'un milieu insalubre, ça a un impact direct sur la qualité de vie, mais aussi les saines habitudes de vie, puis la santé. Fait que, tout est dans tout, c'est une spirale. Et il faut le dire, dans le gouvernement de M. Martin, qui était notre ministre des Finances à l'époque, lui a décidé de dire, pas nécessaire, on met un frein là-dessus. Mais ce frein-là, il a perduré dans le financement pour aider à la rénovation, à la construction. On s'entend que depuis 20 ans, sur la planète, on a aussi augmenté en termes de population. Donc, évidemment, il y a un lien à faire direct. Et malheureusement, quand j'ai vu les chiffres en 2019 et je suis arrivée, ça ne venait pas juste du communautaire, parce qu'on se faisait déjà longtemps qu'on disait qu'on est dans un milieu précaire au niveau de l'accessibilité au logement. Là, présentement, quand on parle, tu venais de dire logement abordable, il faut faire une différence entre logement abordable et logement sociaux. Oui. Donc, les logements sociaux sont vraiment destinés à une clientèle spécifique et qu'il n'y a pas eu un sou qui a été investi du fédéral. Donc, quand on dit de l'insalubrité et de la rénovation, il y a même des logements qui doivent être complètement mis de côté parce qu'il n'y a pas d'aide suffisante. Et ces gens-là aussi sont inquiets de dire, bien, si on augmente mes coûts, je n'ai pas le budget pour être capable d'y arriver. Fait que ça, il y a le logement social qui est important. Logement abordable, c'est un peu ce qu'on vient de vivre avec, dans le fond, la bulle immobilière. Et qu'on fait une rénovation, quand il y a des gens qui arrivent à mon bureau et qui me disent « Je viens de me faire évincer, mon propriétaire veut faire une réno, puis ça me coûtait 800$ par mois, puis là, il me demande 1500$. Je suis monoparentale, ils viennent à mon bureau et ils me disent « Je suis à la rue dans 3 semaines. » Est-ce normal? Bien, ça peut être normal quand il n'y a pas... C'est l'offre la demande. C'est ça. C'est le principe. Mais c'est aussi, je pense, une question réglementaire dans le sens où y existe-t-il une réglementation pour empêcher les propriétaires d'effectuer des évincements ou d'évincer les gens de la sorte? À Québec, il y a des règles. C'est ça. Il y a des règles, mais il y a une augmentation qui peut être faite d'année en année. Mais ça, c'est vraiment Québec qui va le gérer. Mais ceci étant dit, un propriétaire qui voit, en fait, la manne, c'est l'appât du gain, puis je sais très bien de quoi je parle, mais en même temps, quel est l'entre-deux où on peut offrir un logement abordable à des familles qui, on le voit là, avec le coût de la construction, la rareté de main-d'œuvre, l'explosion d'un budget de base, puis que finalement, ça nous coûte 800 000 de plus, bien, à un moment donné, on fait nos chiffres, puis on dit, bien, je ne peux pas aller en bas de tel montant par mois. Mais ça met une pression sur l'accessibilité aussi à ces familles-là. Donc, on s'attendait à ce qu'il y ait de l'incitatif. De l'incitatif pour que des propriétaires ou des coopératives qui puissent se mettre en place pour offrir des logements abordables, qu'on soit étudiant, qu'on soit une jeune famille,
Hein, parce qu'avoir une nouvelle maison, c'est tout un défi aujourd'hui. Oui, hein? effectivement. J'ai eu le bonheur d'avoir ma première maison en 2001 et je peux très bien comprendre que mes enfants, c'est tout autre chose. Rien dans le budget. Rien. Il y a une phrase qui dit que ça s'en vient et que d'ici 2030, là, on va regarder tout ça. OK. Donc, c'est un grand non. Mm-hmm. Ensuite de ça, bien, pour payer ça, bien, ça prend des revenus. Et il y a des gens qui vivent aussi une précarité d'emploi. Les gens vont se dire, bien, comment ça se fait? On a tellement des besoins en main-d'œuvre. Hein? Exactement, ce serait contre-intuitif. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs. Et là, vous nous parlez donc d'une précarité d'emploi. Précarité d'emploi dans certains domaines, mais une rareté de main-d'œuvre pour les employeurs. Quand on a un métier spécialisé, qui est un travail, entre autres, saisonnier, ou dans un milieu industrialisé, où il y a des moments où ça peut être l'usine peut dire je vais fermer pendant 6 semaines, faute d'approvisionnement. Puis on a vu ça, j'ai travaillé dans le secteur forestier. Donc, le nombre d'heures qu'on a besoin pour avoir droit aux prestations d'assurance-emploi, on le savait avant la pandémie, puis ça fait longtemps qu'on en parle, on avait besoin d'une réforme. Donc, le gouvernement nous a dit, oui, il faut qu'on fasse une réforme. Qu'est-ce qui est arrivé en 2020? Une pandémie. Donc, puis ça, c'est la preuve qu'on est capable. La pandémie arrive, on fait des rencontres au quotidien, on module le tout, on a des possibilités où on a vraiment mis de côté les règles strictes. Puis le 25 septembre, parce qu'on nous avait promis que l'été dernier, qu'on allait vraiment prendre le temps de faire une réforme pour, on les appelle les trous noirs. Donc, les gens, entre autres, qui se retrouvent avec une insuffisance en termes d'heures, donc ils n'ont pas accès, soit par un travail saisonnier qui tombe dans une masse critique qui fait en sorte que c'est vraiment là, du mur à mur partout. Donc, on devait faire une réforme. Ils nous ont dit, on vous le jure, on va le faire. Ils ne l'ont pas fait. Donc, le 25 septembre, on a crié très fort pour dire, écoutez, vous laissez tomber des milliers de personnes. Mais ce qui s'est passé, parce qu'on se souvient qu'il y a eu un enjeu de passeport à un moment donné, hein, qu'on essayait d'en avoir et j'ai moi-même fait la file dehors personnellement, bien, c'est que présentement, on a un enjeu au niveau du personnel qui traite les dossiers d'assurance-emploi. Fait qu'avant d'avoir une réforme, bien, le gouvernement n'est pas capable, malheureusement, d'atteindre les objectifs. Imagine, là, je donne un exemple. Tu as le droit à ton chômage, tu as fait 700 heures à peu près, tu avais besoin de 600. Tu fais une demande de chômage, tu as 2 enfants, pas de conjoint, et après 28 jours, tu n'as pas encore de nouvelles. Je peux voir comment ça pourrait être problématique, effectivement. Fait qu'avant Noël, notre bureau, le téléphone sonnait sans cesse. Ouais. Là, c'était pas parce que c'était un cadeau de Noël, c'était comment je vais survivre, parce qu'il a payé le chauffage, même si on le sait qu'on ne se fera pas fermer le chauffage systématiquement, mais c'était inacceptable. Fait que finalement, on recule, puis on dit, bien écoutez, commencez par essayer de résorber les délais, parce que s'il y a une inconformité, il n'y a pas assez d'individus qui vont aller regarder les dossiers. Donc, le minimum, en fait, le minimum à respecter, c'est 28 jours. Mais on le sait que c'est 1 semaine de délai de carence. Et ça veut dire qu'il y a des gens que ça a pris 3 mois et qui doivent communiquer au bureau du député pour qu'on puisse voir le dossier puis d'essayer de trouver une solution parce qu'ils sont vraiment pris dans une situation inacceptable. Fait que j'aime pas ça dire qu'est-ce qui se passe, mais je veux dire les faits parce qu'il y a tellement de familles qui souffrent. On ne peut pas hésiter à dire ce qui se passe vraiment. C'est ne pas parler de la réalité, ne pas parler de la vérité, ne pas parler de ce qui se passe sur le terrain, c'est contre-productif. Ça ne mène à nulle part. Et donc, c'est des choses qu'il faut énoncer, c'est des choses qu'il faut faire comprendre aux gens qui nous écoutent. Puis il n'y a aucun problème avec ça. C'est pas une question d'aimer en parler, c'est une question de devoir en parler. C'est pour ça que quand des fois je dis aux gens, je dis là, présentement, on a corrigé un peu notre tir, on va mettre beaucoup d'efforts pour essayer de sauver la vie de certaines familles, mais en contrepartie, on met la pression. Puis souvent, les gens disent « Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris? » Bien, c'est parce qu'on l'a juste dit 152 fois.
Il va falloir le crier 372 fois. Exact. C'est notre travail comme législateur. Oui, donc, ça, c'est au niveau chômage, niveau jeune famille, un petit peu plus, mais vous voulez parler également niveau sécurité des aînés également. Vous voulez parler de ça? On vient de sortir d'un colloque en février Oui. sur justement la santé financière des aînés. Donc, il y avait des individus, des représentants d'associations, la FADOC, et puis je les nommerai pas tous. Est-ce qu'on pourrait d'abord, avant de rentrer, en fait, pour bien rentrer là-dedans et comprendre les difficultés, je pense qu'il est important de l'expliquer. C'est que c'est des personnes qui ont travaillé toute leur vie. Ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Ils ont travaillé, ils ont économisé, ils ont mis de côté une belle petite somme coquette pour leur beau jour. Et cette somme coquette pour leur beau jour se fait ramasser par l'inflation. Et donc, chaque année, ces personnes-là, cette somme coquette-là, perd de 7 à 8% de sa valeur. Et donc, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. C'est quelque chose c'est une chose à laquelle il faut trouver une solution parce que d'année en année, c'est 7%, 7%, 7% de cette somme qui disparaît. Et donc, oui, merci de nous en parler parce que c'est effectivement primordial d'en discuter. Là. Je retiens le mot solution, parce que c'est beau de dire que ça fait des années qu'on dit qu'il faut absolument augmenter la prestation de pension de vieillesse. Je n'aime pas ça, ce mot-là, peut-être parce que je vieillis. Mais en tout cas, on va changer de nom à un moment donné. Donc, la prestation des gens qui ont travaillé toute leur vie. Parce qu'en même temps, on a oui, l'inflation, mais en même temps, c'est inacceptable quand dans la normalité, tout coûte plus cher. Le salaire minimum était à 5 $ quand tu n'étais pas au monde, puis que moi, je travaillais. Et que là, maintenant, ben c'est ça, on a 15 ans, 16 ans, puis on va travailler à 15 $ l'heure. Il ne faut pas l'oublier. Mais ces gens-là, jamais. Jamais. Et imaginez, là, quand je suis venue il y a 3 ans, je vous disais que nous, c'est 110 $ par mois. Hey, 110 $ par mois, c'est même pas une épicerie complète. Et là, on a dit, parfait, on va leur apporter des solutions. Et ce qu'on a entendu au sortir du colloque, puis on le savait depuis longtemps, c'est que quand on a 65 ans, qu'on a travaillé toute notre vie dans quelque chose qu'on aime, généralement, là, en plus, les gens sont en santé. Mon beau-père, qui a à peine 75 ans, j'ai même Michel qui travaille avec moi, qui a 75-76 ans, ils font ce qu'ils aiment. Et j'ai même, entre autres, des gens qui travaillent dans mon entreprise, mais qui me disent, si je dépasse, on va le dire un chiffre, 8 000 $ en revenus dans mon année, ben je suis pénalisée. Donc, ce que ça fait, c'est que ces gens-là auraient le goût de contribuer davantage, auraient le goût d'avoir peut-être un petit congé d'impôt, un petit congé, en fait, au niveau fiscal. Et on a sorti tous les chiffres qui faisaient en sorte qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Parce que souvent, les gens vont se retrouver à faire du bénévolat, mais du bénévolat dans quelque chose qui est souvent très spécifique, qu'on peut avoir des professionnels. Et il y a des gens qui ont dit, j'aimerais ça, moi, aider les plus jeunes, leur montrer ce que j'ai vécu depuis 30-40 ans, mais ils vont le faire pour quelle raison? Par charité. Il y en a qui vont le faire. Mais si on travaille dans une restauration rapide, puis on se dit, je veux me changer les idées, mais passer 8 000 $ dans une année, 8 000 $, on n'est même pas à 2 jours semaine. Hein? Et ça vient combler la rareté de main-d'œuvre. Ça vient aussi bonifier le bas de laine des gens pour être capable, justement, de faire face à l'inflation, puis que leur panier d'épicerie soit plus abordable. Donc, rien dans le budget. On peut-tu s'imaginer comment ça se fait que nous, souvent, on nous voit à la télévision, là, puis on est en colère? Mais je comprends qu'on est en colère parce que les gens ne cessent de nous interpeller, nous donnent des suggestions et rien. Et là, on parle de déficit qu'on va résorber pendant quelques années, mais qu'on sait très bien qu'on a la capacité à Ottawa de supporter les provinces, mais on ne le fait pas. Parce qu'il y a des crédits, comment ça fonctionne? Il y a des crédits qui sont annoncés, mais que s'ils ne sont pas réclamés, ben à la fin de l'année, on se retrouve avec un pourcentage, ça peut être un 5 % de plus de prévu dans le budget. Mais cet argent-là, imaginez, s'il y a des gens qui n'ont pas réclamé des crédits parce qu'ils ont fait une transformation dans leur usine, ou ils ont fait un virage écologique,
ou même au niveau particulier, qui n'ont pas fait des réclamations sur accompagner un proche en fin de vie, par exemple une prestation de compassion de 6 mois. Donc, tout ça qui avait été évalué, ça, la fiscalité va nous dire, on prévoit que, à la fin de l'année, à chaque fois, il reste des sommes qui n'ont pas été utilisées dans les crédits. Ça pourrait peut-être être un minimum de dire on va aider le logement. On va s'assurer qu'il y ait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas personne qui soit délesté pour l'assurance-emploi, qui ont cotisé, parce que c'est de l'argent des travailleurs, l'argent des employeurs. Mais là, ils disent que c'est un fonds consolidé, donc ils ont droit à... Parce qu'on a un projet de loi, on a un projet de loi présentement d'un collègue conservateur, puis qu'on ne peut pas le voter. Madame Gaudreault. Oui. Ce 5% qui ne reste pas réclamé, toutes les pistes de solutions, les idées, les propositions que vous avez pour l'utiliser, on va-tu pouvoir en parler la prochaine fois? Parce que là, on manque de temps, mais Absolument. Ça peut faire une autre entrevue entière sur toutes ces pistes de solutions qui, j'ai aucun doute, sont très, très pertinentes et que vous avez élaborées avec assiduité. Donc, je vous remercie d'avoir été... Je m'excuse de couper, mais c'est un plaisir. Merci d'avoir été... Ça veut dire qu'on va se revoir. Je suis très heureuse. Merci beaucoup. Au plaisir.